Vous avez un projet de franchise et vous demandez comment le financer? Vous n'êtes pas seul. De très nombreux candidats à la franchise hésitent à se lancer à cause du financement. Comment financer sa franchise? On en parle tout de suite avec Anne-France Kunz, directrice des franchises Beauty Success et Beauty Success, l'Institut, Arthur Azopardi, cofondateur du jeune réseau de restauration Fait par là, et Benoît Fougeret, expert en financement depuis plus de 20 ans auprès des franchisés et des franchiseurs. Si je suis candidat à la franchise aujourd'hui, quelles options de financement puis-je prétendre? Évidemment, les banques, puisque les banques restent le premier pourvoyeur de crédit, mais il existe une multitude d'autres financements aujourd'hui. On peut évoquer le financement participatif, bien évidemment. C'est le fait de faire appel à l'épargne des Français pour venir prêter sur des projets professionnels. On aura également le leasing, c'est le fait de louer un bien au lieu de le financer. L'ensemble des aides et subventions, puisqu'il existe énormément d'aides et subventions, qu'elles soient nationales, européennes ou locales, puisqu'on va également chercher des aides locales. Et puis après, vous avez des prêts, prêts de stock, prêts de trésorerie, des choses plus spécifiques qui peuvent venir compléter effectivement un plan de financement. Côté Beauty Success, comment est-ce que vous orientez un futur franchisé lorsqu'il arrive avec son projet? Est-ce que vous proposez un accompagnement particulier pour l'aider à monter son dossier de financement? Alors, en tout premier lieu, on va déjà essayer de comprendre son projet et comprendre l'humain. Donc, et essayer de les faire parler. Alors, moi, je crois énormément à passer même 3 heures à discuter à bâton rompu avec le prospect pour comprendre ce qu'il veut et essayer de voir au niveau familial s'il a une structure qui va pouvoir aussi l'aider à porter le projet. Parce qu'on ne se lance pas tout seul, on se lance à plusieurs. Donc, c'est un projet en général de famille. Et en creusant, on va creuser aussi sur l'apport personnel. S'il y a un apport personnel qui est en dessous d'un 35% sur un budget total, on va arrêter tout de suite ou on va essayer de trouver des solutions pour l'avoir. Donc déjà, on s'assure de l'apport personnel avant d'envisager un emprunt. Et en l'ayant fait parler aussi longtemps, on doit savoir de comment est-ce que sa structure familiale est bâtie. Parce que maintenant, des banques posent la question de savoir si le mari, par exemple, est auto-entrepreneur, qui peut être un frein qu'on n'avait pas connu encore récemment. Et donc, on essaye de regarder toutes les informations sur lui, sur ce qu'il a fait comme emprunt précédemment, comment s'est bâti sa carrière professionnelle, tout simplement, pour assurer le maximum de qualité au dossier après à présenter au niveau bancaire. Je rebondis juste sur cette question de l'apport personnel. Ça veut dire que si un franchisé arrive chez vous avec un apport personnel inférieur à 35% de l'investissement total, vous vous occupez pas de lui ou est-ce que vous allez lui proposer justement Alors, c'est un frein. Indéniablement, c'est un frein. Et on va essayer d'aller chercher des solutions pour qu'il les ait. Donc, c'est pour ça que je vous parlais. Parfois, il y a la famille qui prête. Parfois, effectivement, on se dirige sur des prêts d'honneur. On se dirige vers des chambres de commerce qui ont parfois des solutions aussi pour essayer de les avoir, les 35%. Juste pour compléter l'apport, c'est déterminant et je suis ravi de l'entendre parce que malheureusement, trop souvent, de franchiseurs perdent du temps avec des candidats dès le départ, non finançables, faute d'apport. Sachez qu'il existe quand même des mécaniques, les fameux 35%, oui, mais l'apport s'applique sur la dette bancaire. Et si on vient diminuer cette dette bancaire, le pourcentage reste le même, mais le volume d'argent à mettre diminue. J'entends par là en structurant un plan de financement, en isolant des parties en leasing, en isolant en financement participatif, un plan de financement, on va appliquer le pourcentage sur la dette bancaire. Donc il reste à 35%, mais si vous demandez moins à la banque, automatiquement, vous sollicitez un candidat avec moins d'apport finalement. Voilà. C'est des petites solutions qui sont très intéressantes à mettre en œuvre. Arthur, en tant que jeune réseau, vous êtes en train de structurer l'accompagnement de vos candidats. Quelles sont leurs principales difficultés? Est-ce que vous avez déjà identifié des solutions que vous allez mettre en place pour les aider à boucler leur financement? Oui, tout à fait. Forcément, d'ailleurs, on travaille avec Benoît et faire financement. Donc l'objectif, c'est de pouvoir les accompagner tous nos franchisés avec des courtiers, notamment en financement. C'est de effectivement bien comprendre leur projet. Je rejoins sur la partie apport personnel. Mais effectivement, il faut monter un dossier solide. Et on a fait un gros travail aussi. On référence notre enseigne, notre marque fait par là, auprès des banquiers. Ce qui permet que peu importe où notre franchisé ouvrira, dans n'importe quelle ville, quand il ira se présenter auprès d'une banque, la banque nous connaîtra déjà et connaîtra déjà notre concept. Il faut parfois se bagarrer un petit peu parce que les nationaux descendent pas forcément sur du local. Donc, on se retrouve avec des agences locales qui n'ont absolument pas conscience ou pas la connaissance de toute l'explication et la présentation qu'on a fait en national. Donc, bon,
Parfois, il faut revenir à l'ouvrage parce que l'information n'est pas descendue de la capitale, on va dire. J'ai des solutions pour ça. Anne. Quand un candidat découvre ton enseigne, donc fait par là, et qu'arrive la question du financement, quelle est sa plus grande inquiétude à ce stade et comment fait par là intègre cette problématique dans ses échanges avec les futurs franchisés? Bah, il y a parfois la crainte forcément de ne pas être financé. On est sur un modèle de restauration rapide, donc on sait que parfois ça peut faire peur auprès des banquiers. Donc effectivement, il faut l'accompagner par le biais de professionnels notamment. Et l'objectif, c'est effectivement de pouvoir innover un petit peu aussi dans notre business model. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille, nous, sans extraction ou autre, avec des petits établissements, ce qui nous permet d'être compétitifs et vers des investissements qui sont moins élevés. D'accord. Est-ce que les banquiers sont un peu plus frileux sur la restauration que sur une autre activité? Ouais, toujours, c'est le discours qu'ils peuvent avoir. Après, on a quand même des bases sur la restauration. On sait qu'il y a une certaine rentabilité qui est présente. Ils connaissent la restauration, et quand ils aiment le concept, ils peuvent facilement se projeter avec le franchisé dans une future ouverture. Chez Beauty Success, quand vous recevez un candidat motivé mais qui doute sur sa capacité à convaincre la banque, comment est-ce que vous allez l'accompagner? Jusqu'où vous allez en tant que franchiseur? Alors déjà, on va l'aider sur une matrice qui a fait ses preuves depuis 30 ans à bâtir un BP correct et acceptable vis-à-vis d'un banquier. Quand on le sent frileux, alors on a déjà aussi des accords avec des cabinets d'expertise comptable nationaux qui vont l'accompagner, en qui on a confiance et qui vont accompagner ce prospect jusqu'au bout. Nous, on présente qu'une matrice de BP, donc le franchisé doit la bâtir elle-même, quitte après à simuler, à faire des entretiens simplement il va s'entraîner avec nous, à présenter auprès du banquier son projet. Donc, il va s'entraîner avec nous, il va être accompagné par son cabinet d'expertise comptable chez le banquier. Mais par contre, on ne l'accompagne jamais nous. Voilà, donc il faut juste qu'il apprenne à être convaincant et qu'il fasse ressentir sa préparation de dossier, la solidité du projet. Donc un BP, un business plan. Un BP, un business plan, excusez-moi. Et du coup, vous faites des simulations en tête-à-tête. Exactement, oui. On fait des simulations en live parce que c'est pas évident non plus de parler à un public. Bien sûr. Et puis d'autant plus quand vous devez décrocher le fameux sésame du prêt pour aller jusqu'au bout du projet. Anne-France a cité quelque chose de très très important. Pas de franchiseur aux rencontres C'était bancaires. ma question. D'accord. Ouais. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a vraiment la frontière est très fine entre l'accompagnement et l'ingérence. Et malheureusement, il faut évidemment donner des chiffres, jamais faire de prévisionnel, vous l'avez dit. Mais il faut bien que le futur franchisé ait des chiffres pour réaliser un prévisionnel. Mais on leur donne des tendances. Alors, on peut communiquer sur des vrais bilans de franchisés installés, par exemple. On est dans le factuel. Mais voilà, c'était à lui, effectivement, de réaliser son prévisionnel avec son expert comptable. Et le franchiseur, surtout, à un moment, doit laisser, effectivement, le franchisé aller à la rencontre des banques, présenter les banques. Mais ça se prépare. Et c'est vrai que de simuler des entretiens bancaires, c'est un excellent outil, c'est une excellente façon de faire parce que il va être à un moment face à un partenaire bancaire qui va avoir des questions, il faut qu'il ait les réponses. En plus, toutes les banques ont les mêmes questions, donc c'est toujours les mêmes réponses, donc ça se prépare. L'historique du concept, la rentabilité moyenne des franchisés, la qualité du DIP, quels sont les éléments qui rassurent un banquier? Alors, on va dire que c'est un mix de tout. Ce qui est très très important, c'est le franchiseur doit à un moment comprendre que, ok, c'est le cas de Guillaume qui fait les choses très très bien, il a un ou plusieurs restaurants et à un moment il va devenir franchiseur. C'est un autre métier. Il faut bien comprendre que on vient plus gérer un restaurant, on devient franchiseur. Donc on va avoir un nouveau métier qui est d'accompagner, de trouver des candidats, trouver des emplacements, les aider à s'installer et les aider évidemment dans leur point de vente. Donc c'est un nouveau métier. Donc il faut s'entourer. Je le dis tout le temps, y compris pour le franchisé, mais c'est encore plus vrai pour le franchiseur. À un moment, il ne peut pas tout faire. Et puis après, au fur et à mesure qu'il grandit, il peut internaliser. Mais au départ, il s'entoure. Donc, il s'entoure avec nous sur la partie financement, puis avec d'autres sur la partie modélisation. Et c'est vraiment ça qu'aujourd'hui regardent les banques. Souvent, j'entends dire, oui, c'est un jeune réseau. Certaines banques disent, c'est un jeune réseau, on va attendre un peu. Et d'autres disent, non, mais je vois que le franchiseur a compris qu'il accédait à un nouveau métier, qu'il allait devoir
apprendre ce métier-là et qui s'entourent effectivement de gens pour le faire. Et ça, c'est hyper rassurant. Après, évidemment, la base de la base d'un bon franchiseur, c'est un modèle économique avéré et duplicable. C'est la définition même d'un réseau de franchise. Bon, j'aurais peut-être pu commencer par ça, mais c'est tellement évident que voilà, on ne duplique pas quelque chose qui n'est pas duplicable. D'accord. Et les banques, elles connaissent un peu ce modèle de la franchise. Elles ont généralement des départements. Alors, comment ça se pas passe? toutes, Ça mais dépend oui. quelle banque. Voilà, pas toutes. Elles ont des pôles franchise, donc que nous, on connaît très très bien et depuis très longtemps. Et on respecte évidemment les fonctions de chacun. Et on travaille avec les pôles franchise. On demande, d'ailleurs, c'est le travail qu'on est en train de réaliser, Guillaume. On va demander effectivement à ce que les enseignes se fassent référencer auprès des pôles franchise. Mais effectivement, parfois, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que nous, on va plus loin. C'est qu'on travaille avec les pôles franchise et surtout, on a les contacts responsables marché pro et entreprise par banque, par département, pour pouvoir prendre le relais opérationnel et ainsi suivre le dossier jusqu'au rendez-vous bancaire. Si je peux me permettre, Allez, je vais vas-y. rebondir sur ce que vous dites. Il y a un élément aussi qui est important et qu'on voit encore accentué ces dernières années, c'est le fait d'abord la maturité du réseau, le nombre d'années qu'il a été créé, et le fait qu'il est porté par une partie intégrée. C'est-à-dire que nous, c'est le cas, hein, on a un certain nombre de magasins qui appartient aux membres fondateurs. Donc, on a cette expertise-là, c'est-à-dire qu'on teste déjà sur de l'intégré et ça rassure pas mal les banques de dire que quand on prend une nouvelle orientation parce que le marché change tout simplement, on le teste déjà chez nous avant de pouvoir le dupliquer. Donc, ils ont cette confiance de test et le fait que le réseau intégré prend des risques pour l'ensemble de ses franchisés aussi. On va parler maintenant des bonnes pratiques pour mettre toutes les chances de son côté. Avec Benoît, déjà, à quoi ressemble un dossier de financement irréprochable? Quelles sont les erreurs fréquentes que vous rencontrez et qui font tiquer les banquiers? Et au contraire, qu'est-ce qui peut les rassurer immédiatement? Alors, Anne-France l'a évoqué, le niveau d'apport déjà. On est sur 30 à 35% d'apport sur de la création et 20 à 25% d'apport sur de la reprise. Ensuite, vraiment, ce qui fait aujourd'hui la différence, c'est des plans de financement structurés. Aujourd'hui, demander 100% du besoin en banque, malheureusement, il y a des banques qui aiment bien partager, d'où l'intérêt de mettre en place du leasing, du financement participatif, des aides et subventions, parce qu'elles voient qu'elle n'est pas la seule, entre guillemets, à porter le risque du financement. Et quand il y a un besoin de X, je ne sais pas, 300 000 euros par exemple à financer, qu'on a déjà isolé 100 ou 150 000 en leasing par exemple, ou enfin globalement, parce que ça fait beaucoup sur 300 000, 150 de leasing, donc on va dire 50 en leasing, 50 en financement participatif et 50 en aide et subventions, eh bien elle ne prête plus 300 000 mais 150. Et ça, clairement, ça fait la différence pour qu'une banque aille sur un projet. D'accord. Anne-France, du point de vue d'un franchiseur, sur quels éléments conseillez-vous aux candidats d'insister pour mettre toutes les chances de son côté? Le fait, quand on présente un dossier, de montrer qu'on n'est pas seul. Ce que vous disiez au début. Ouais, c'est ce que je disais au début, mais j'insiste beaucoup, hein, quand on se lance dans le commerce, on ne se lance pas tout seul parce que c'est un lancement familial en général, hein. Ça a des répercussions sur une vie de tous les jours, hein. On travaille du lundi au dimanche, on travaille le samedi. S'il y a des enfants, il faut savoir les faire garder. Donc, il faut montrer qu'on a réfléchi à tout ça. Et que s'il y a un coup dur ou s'il y a une anicroche comme des gilets jaunes, comme le Covid, qu'il y a un soutien derrière. Donc ça, c'est le premier point. Le fait de montrer que le dossier il a été mûrement réfléchi et préparé. Donc, le fait d'avoir préparé son dossier avec une super étude de marché, d'avoir vraiment une connaissance de la zone, une connaissance de la concurrence importante, juste que le dossier soit construit finalement et solide, préparé et anticipé sur des événements ou des aléas futurs. Arthur, toi, quand on est un jeune réseau, quels sont les points qui posent le plus de questions? Est-ce que les banques sont plus frileuses avec un réseau émergent? Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, en allant démarcher les banques? Forcément qu'elle préfère un réseau qui a X années d'ancienneté et plein de bilans et qui est très stable. On trouve toujours des alternatives. Et surtout, comme je disais un petit peu tout à l'heure, on innove. Nous, on a créé un modèle qui permet d'investir un peu moins que certains de nos confrères. Surtout, voilà, on va essayer de construire un vrai partenariat avec la banque. Pour nous, c'est un vrai partenaire plus qu'un simple prêteur finalement. Et actionner peut-être certaines garanties supplémentaires, ce genre de choses pour le convaincre. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est prendre un peu nos défauts pour des qualités. C'est-à-dire, on s'en cache pas, on est un jeune réseau, on l'assume. Et c'est justement ce qui fait notre force. On est dynamique, on est mobile, on a un produit qui est innovant, qui plaît.
et on va conquérir un marché. Et donc, si on arrive à emporter aussi le banquier en face de nous dans ce projet-là, il peut nous attribuer un financement aussi. D'accord. Vous, j'imagine que vous avez des pilotes que vous pouvez mettre en avant aussi. Tout à fait. On a aujourd'hui nos établissements qui servent de référence pour nos futurs franchisés, pour leur financement. Donc, Est-ce que vous avez quels sont les premiers retours là, des banques que vous avez démarchées? C'est plutôt positif? bah, ils sont plutôt contents. Ouais, Ouais. ouais, parce qu'ils nous ont fait confiance. On est parti de zéro. Donc, on avait en plus un nouveau produit. Donc, on ne savait pas du tout comment il allait être perçu par notre clientèle. Et effectivement, on a fait 2 fois plus de résultats que ce qu'on avait annoncé aux banquiers. Donc, autant vous dire qu'ils nous ont rappelé quelques mois après avec le sourire. Ouais, ouais. Mais eux sont contents de se dire qu'ils ont lancé un projet. Ils en sont fiers. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils font ce métier-là. On D'accord. l'oublie souvent. Donc, nous, on est Donc aussi ils fiers. seront prêts à suivre vos futurs franchisés. Ouais, il faut voir dans quelles conditions toujours, mais globalement, ouais, tout à fait. D'accord, donc pour résumer, alors 5 points à retenir, je dirais qu'il faut un business plan clair et chiffré, des hypothèses de chiffre d'affaires réalistes, un apport personnel crédible, la notoriété et l'historique d'un réseau, enfin un réseau qui a prouvé qu'il était capable d'avoir un concept rentable, et une présentation soignée du projet qui montre l'engagement du franchisé et le fait qu'il est bien entouré. Et puis lui, surtout. Puis l'humain qui porte le projet. Parce que c'est une des clés de réussite en dehors de l'emplacement, c'est la personne qui est derrière, avec son équipe. Donc, D'accord. il faut que lui soit super convaincu et préparé, tout simplement. Et pour compléter ce que vous dites, Anne-France, c'est également l'écosystème du franchiseur à mettre en avant. Et trop souvent, en fait, le franchisé, futur franchisé, parle de lui, ça il sait faire, parle de son projet, jusque-là ça va. Ah, on arrive au prévisionnel, c'est un peu plus compliqué. Et alors, parler du franchiseur, ça l'est encore plus parce qu'il n'est pas encore rentré dans l'enseigne, il n'a pas encore fait la formation et tout. Et c'est vrai que c'est important vraiment de le préparer à ça, de dire, bah voilà, tu rentres dans un réseau de franchise. C'est important il l'expose lors des rendez-vous bancaires parce que ça rassure la banque. De savoir qu'entre un indépendant qui devra tout faire et un futur franchisé qui va être soutenu par un franchiseur avec un service animation, un service développement, ça rassure les partenaires bancaires. Donc c'est important, effectivement, comme le dit Anne-France, d'aller un peu plus loin que parler de lui, certes, mais aussi parler de l'enseigne. D'accord. Pour conclure, si vous deviez ne donner qu'un seul conseil aux candidats qui veulent financer leur franchise, quel serait ce conseil? Écouter et anticiper. Moi, je dirais il faut se lancer, il faut essayer. Il n'y a pas de mauvais ou d'échecs, il faut tenter. Quoi qu'il arrive, c'est une super aventure, on apprend plein de choses, on en sort grandi, ouais, il faut y aller. Ouais. Benoît? Et moi, je dirais s'entourer. On sait dans quoi on est bon, on sait dans quoi on n'est pas bon, eh bien, on s'entoure. On n'est jamais meilleur qu'en s'entourant de meilleurs que soi dans des domaines qu'on ne maîtrise pas.